Maxime Liédot. Notre armée, plus précisément notre artillerie, est-elle prête à se battre dans un conflit de haute intensité? Une phrase choc dans un rapport qui est sorti il y a quelques heures. La France ne dispose pas de réserves suffisantes pour soutenir durablement un effort d'artillerie intensif. À l'heure actuelle, les stocks permettent de tenir quelques semaines au mieux. Bonjour Jean-Louis Thiriot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député de Seine-et-Marne, membre de la commission de défense et ancien ministre délégué aux armées et aux anciens combattants. Une première question me semble indispensable avant qu'on rentre dans le détail de ces lignes que vous avez publiées il y a quelques heures. Vous rendez un rapport dans un contexte stratégique en pleine mutation. Après sa publication et avant, une fois de plus, qu'on rentre dans les détails, dans quel état d'esprit êtes-vous? Plutôt positif, plutôt inquiet, plutôt prudent, plutôt sévère sur l'état de l'artillerie en France? Je suis vigilant. Nous payons le prix du choix d'encaisser les dividendes de la paix et de la conviction largement partagée par le monde politique au moins jusqu'en 2017 de considérer que la guerre avait définitivement déserté le continent européen. Très curieux, je m'entends. Aujourd'hui, ce n'est évidemment plus le cas. La guerre en Ukraine date de 2022. On aurait dû être vigilant dès 2014 avec l'occupation de la Crimée parce qu'en fait la guerre, elle a commencé en 2014. Donc aujourd'hui, on a commencé avec les deux LPM à remonter en puissance, mais on est encore très loin d'être arrivé au niveau qui s'impose. Nous avons à l'Est une menace majeure qui est la Russie, et évidemment, il faut être capable d'y faire face pour adosser notre dissuasion nucléaire à une dissuasion conventionnelle crédible qui évite une éventuelle aventure chez les pays baltes ou ailleurs. Pour que le grand public comprenne les enjeux, au-delà des termes barbares et des noms d'armes complexes qu'on peut entendre ici et là, notamment sur certains plateaux, quels sont d'abord les 3 grands enseignements, pour être le plus pédagogue possible, que vous tirez après publication de ce rapport? Premier enseignement, l'artillerie, qu'on avait négligé parce que le modèle français était les opérations extérieures, je pense au Sahel par exemple, est absolument vital. On revient à la situation de 14-18, de la fin de 14-18, qui est que l'artillerie conquiert et que l'infanterie occupe. Et d'ailleurs, vous dites dans le rapport, je me permets de donner cette information, l'artillerie, dites-vous, est responsable d'environ 70% des destructions dans la première phase du conflit, si on se focalise sur ce qui s'est passé en Ukraine, pour bien qu'on comprenne en quoi aujourd'hui l'artillerie est absolument majeure dans un combat de haute intensité. Deuxième enseignement. Deuxième enseignement, le champ de bataille aujourd'hui, dans l'hypothèse de la haute intensité type Ukraine, est marqué par l'absence de supériorité aérienne, où il ne peut y avoir des supériorités aériennes que localisées. En clair, ce qui était la vision occidentale, qui était de dire l'aviation nettoie la menace et ensuite l'armée de terre avance, ça n'est plus aujourd'hui d'actualité. Donc l'artillerie, sous toutes ses formes, c'est-à-dire le mortier, le canon, en particulier le César, le lance-roquette qui va plus loin, redevient absolument capital, avec cette transparence du champ de bataille lié au drone qui fait que l'artillerie peut être frappée, donc on doit être capable d'avoir une masse importante. La troisième leçon, et elle concerne la défense globale, c'est que, au-delà de l'aspect militaire, c'est d'abord un combat industriel. Si demain on doit s'engager, d'y revenir, aussi. La bataille, elle sera gagnée par l'industrie, et c'est la bataille générale de la réindustrialisation de la France et de l'Europe. Ça, c'est pour les enseignements. Du côté des priorités, vous commenciez à l'évoquer, il y a notamment l'industrie. Là aussi, si on doit prendre 3 grandes priorités, on va dire, pour éviter de se retrouver dans une situation de difficulté et pour pallier, on va dire, ce manque de quelques semaines si on devait se retrouver du jour au lendemain dans un conflit de haute intensité, quelle serait-elle ? Alors, avant de vous répondre à votre question, je veux quand même relativiser. C'est tout à fait exact, cette histoire de quelques semaines, mais il faut bien se rendre compte que si on était engagé, on ne serait pas engagé seul, en tout cas dans un conflit de haute intensité. On serait dans le cadre des alliances européennes ou OTAN, ou les deux. Donc, on ne peut pas avoir cette vision totalement pessimiste. Les 3 priorités, c'est évidemment
produire de la munition, produire des obus. Aujourd'hui, on va arriver à une capacité de production de 60 000, 80 000 coups complets. Il faut être capable D'en produire quoi, 100 à 000, c'est terme. ça? Oui, il faut arriver à ce que la France puisse en produire 200 000. Aujourd'hui, Rheinmetall, notre principal concurrent allemand, arrive à en produire sur l'ensemble de l'Europe 750 000. Donc ça dit aussi l'importance du combat en coalition. Le deuxième élément, et là qui concerne la France spécifiquement, c'est que comme nous ne croyons plus à ce combat de haute intensité, quand je dis nous, ce sont les politiques, les militaires tiraient la sonnette d'alarme dès 2015 et 2016. Il nous faut des lance-roquettes unitaires capables de frapper entre 60 et 150 km. Aujourd'hui, on n'a plus que quelques batteries. Oui, C'est et la ça, vous dites qu'il priorité. faut absolument les remplacer. Il faut absolument les remplacer. En 2027, ceux que nous avons ne seront plus opérationnels. De toute façon, il nous en reste que 6-8 capables de fonctionner. Il faut aller très vite sur ce sujet-là. Pour prendre un exemple, les Polonais en ont commandé 300 et les Allemands 72. Aujourd'hui, il n'y a pas de capacité nationale à le produire à court terme. Donc la question, c'est est-ce que les solutions souveraines sont capables de répondre aux besoins d'ici 2027 ou est-ce qu'il faudra acheter sur étagère? Comme ça ne concerne pas des technologies critiques, il ne faut pas s'interdire la deuxième hypothèse à une condition, c'est qu'on ait la certitude d'avoir la souveraineté d'usage, c'est-à-dire qu'on puisse l'utiliser comme on veut, ce qui pose un problème sur des acquisitions aux États-Unis, par exemple, parce qu'il y a la règle ITAR, et d'avoir la capacité de produire les munitions sous licence sur le territoire national. Donc, en tout cas, le débat est ouvert avec un enjeu d'urgence d'abord. Les risques industriels, pardonnez-moi, vous venez de l'évoquer, la nécessité qu'en France on puisse notamment arrêter de dépendre de puissances étrangères, de certains, même on va dire de certaines matières. Vous le dites à un moment dans le rapport, notre dépendance à des matières premières est parfois critique, que ce soit sur l'acide nitrique ou sur la cellulose, dont la production européenne est parfois menacée par des contraintes économique et environnementale. Est-ce que vous pouvez, on va dire, fluidifier ça, c'est-à-dire que on a quoi, un excès de normes, on a un excès, on va dire parfois de morale qui nous empêche de produire suffisamment d'armes ou suffisamment de matières pourtant indispensables en cas de guerre imminente? On a tout cela, et ça me permet de rebondir sur la bonne nouvelle que vous annonciez au début de l'émission. Ça fait partie du débat sur la réindustrialisation et ça fait partie notamment de contraintes environnementales qui nous paralysent. Aujourd'hui, on a besoin de développer une industrie chimique en Europe en général et en France en particulier. Vous avez par exemple à Bourges, Eurenco, qui a eu des difficultés pour transformer 27 hectares en site de production, alors que c'est vital pour notre sécurité et notre économie. Vous avez des normes civiles qui s'appliquent à la production de matériel militaire qui ne sont pas raisonnables dans une situation de grande tension. On doit aujourd'hui avoir une vision stratégique. Vous savez, le bilan carbone et le bilan écologique de la guerre en Ukraine, c'est une catastrophe absolue. Donc, tant qu'à faire, mieux vaut être un peu plus souple en France et en Europe et être capable d'éviter une guerre sur le continent européen. Parce que là, on ne parlera plus d'écologie, on parlera seulement d'essayer de sauver des vies. Et est-ce que nous en sommes capables, Jean-Louis Thériault? Je rappelle que vous êtes député de Seine-et-Marne, membre de la commission défense, ancien ministre délégué aux armées et surtout l'auteur de ce rapport sur l'état de l'artillerie en France dans ce contexte géopolitique très tendu, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Est-ce que nous en sommes capables, notamment quand on voit encore aujourd'hui la difficulté de certains États européens à se mettre d'accord uniquement sur quelque chose qui pourrait, j'imagine pour tous ceux qui nous écoutent, être un principe de bon sens, par exemple sur la préférence européenne. On sait qu'elle a été actée pour une petite partie de l'emprunt commun qu'on va réaliser, mais est-ce qu'à terme, en réalité, peut-être si dans quelques mois la guerre en Ukraine est amenée à s'arrêter, suffisamment de pays européens auront conscience qu'il faut aller en avant et que on va dire, les intérêts des uns et des autres ne doivent pas toujours primer, comme on le voit parfois pour l'Italie, comme on le voit très souvent pour l'Allemagne? Deux observations. En termes techniques, on est capable de le faire. Les technologies européennes, dans presque tous les domaines, peuvent s'affranchir, notamment des États-Unis. L'enjeu, il est l'Europe politique. entre elles uniquement.
Oui, l'Europe entre elle en est capable. La vraie difficulté, elle est d'ordre politique. C'est Hmm. jusqu'où la prise de conscience de nos partenaires ira. On a eu des propos très forts du chancelier Merz qui a dit l'Europe peut être tout seul, on n'est pas sûr que les Américains seront là si on devait être engagé. C'était après la conférence de Munich. On a aussi la Pologne qui évolue. Après le danger majeur, et vous posez la bonne question, si le front se stabilise en Ukraine, conflit gelé, est-ce que la Hmm. lucidité continuera? Et est-ce que le fait d'essayer d'acheter le parapluie américain en se disant on achète américain, on ne produit pas européen et ils nous défendront plus sera assuré? Franchement, je n'en suis pas sûr. C'est pas gagné, mais clairement, si on ne le fait pas, l'Europe finira par être un objet de l'histoire et plus un acteur. Il y a des évolutions Hmm. positives, mais on est très loin d'être au niveau nécessaire. Dans votre rapport, quand on le lit également, une question subsiste, notamment quand on essaye d'apprendre les enseignements de ce qui se passe en Ukraine et qu'on voit la multiplication des drones, vous l'écrivez parfaitement, on sait que sur le terrain ukrainien, leur usage massif a totalement transformé le champ de bataille. Est-ce que la France est capable d'être une puissance dans ce domaine-là des drones qui, on le voit, est en train totalement de chambouler les certitudes d'une guerre, on va dire parfois de position même? Oui, complètement une guerre de position. La France avait du retard initialement, c'est très clair. Aujourd'hui, il y a vraiment eu un gros travail qui a été fait par l'Agence de l'innovation défense avec des mini-drones, des PME comme Delair arrivent à faire technologiquement des choses réussies. La véritable difficulté, c'est la capacité à passer à l'échelle et non pas à constituer des stocks. Et là, c'est toute la différence avec l'artillerie, c'est qu'aujourd'hui, un drone, il est obsolète en 6 mois ou en un an. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours être en pointe et être capable, au claquement de doigts, si nécessaire, de produire en masse. Donc, il y a une vraie réflexion pour gérer en flux une capacité de remonter en puissance. C'est pas fichu, on n'est Ouais. plutôt pas mauvais, mais il faut vraiment avoir cette vision stratégique. Et de ce point de vue-là, je salue la flexibilité d'un certain nombre de PME ou de Mm. TI françaises qui utilisent Oui. le champ de bataille ukrainien pour tester des matériels et pour réfléchir à cette montée en puissance. Je finis par un élément très important, c'est qu'aujourd'hui, les technologies sont totalement duales. Du civil peut faire du drone militaire, l'Ukraine le montre très bien, et on doit être capable de penser chaque chose sous cette notion de dualité Ouais. civile et militaire. Autrefois, Thomson faisait des machines à laver et des radars. Il faut quelque part qu'on intègre dans notre trame industrielle cette capacité de faire les deux. Et puis d'ailleurs, c'est la mission, en tout cas, qui a été donnée par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, à la DGA, des directions déléguées à l'armement, pour justement encourager ce mélange civil et militaire pour avoir des résultats dans les plus brefs délais. Jean-Luc Thériault, une des dernières questions, c'est ce que vous dites, notamment sur le canon César. Il est très apprécié sur le terrain ukrainien. C'est une fierté française, mais mine de rien, nous l'avons dépecé au fur et à mesure, et il est grand temps qu'on remonte en puissance sur, on va dire, ce patrimoine français qu'est le canon César. Oui, enfin, dépecé, en tout cas, on en a livré notamment à l'Ukraine et on a eu raison parce que la sécurité de l'Europe se joue en Ukraine. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'une Ukraine neutralisée demain, c'est une perte de profondeur stratégique pour l'Europe et c'est nous qui sommes en première ligne. Donc, aucun regret à avoir. La loi de programmation militaire prévoit une cible à 109 César en 2030. Mm. Il faut certainement aller plus vite et on n'échappera pas à une loi de programmation militaire intérimaire pour aller plus vite, mais ça appelle évidemment un effort budgétaire et donc une réforme du système. Oui, et je disais dépecer uniquement parce qu'on sait que la fabrication parfois a été compliquée entre les différentes pièces qui étaient fabriquées ici et là, et donc il a fallu revoir tout un modèle. Vous avez été chargé par Sébastien Lecornu d'une mission qui n'est pas petite, puisque le but est, on va dire, de coordonner les financements de la BITD, qui est la base industrielle de technologie et de défense. Comment se passe cette mission? Où en êtes-vous et quand est-ce qu'on va avoir les résultats précis de tout ça? La mission a officiellement été lancée le 31 mars pour 6 mois, donc on est au tout début. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que ce sujet-là, je le traite depuis 3 ans avec 2 missions parlementaires sur le sujet. C'est ce qui m'avait été confié comme ministre délégué, et donc on est dans la continuité. On a déjà eu les premiers effets. Le 20 mars, par exemple, BPI a annoncé la création d'un fonds BPI Défense.
Donc aujourd'hui, la mission, c'est voir les volumes de financement privé nécessaires à la montée en puissance de notre industrie en fonds propres. C'est de voir si les outils lancés, notamment le 20 mars, sont suffisants ou pas. C'est réfléchir à la possibilité, et évidemment pas à une obligation, pour les Français de financer directement ces entreprises et de voir ce qui doit être fait au niveau européen autour de cette thématique. On a un enjeu industriel majeur qui est un enjeu d'emploi. Je rappelle 200 000 salariés, 4 000 emplois, avec aussi une surveillance à avoir sur les financeurs et les banques qui parfois, pour des critères ESG totalement caducs, ne financent pas l'industrie de défense. L'industrie de défense, c'est la sécurité de tous les Français. Monsieur le député, une dernière question avant que nous nous quittions. Est-ce qu'on peut dire, à la suite de ce rapport, que officiellement, c'est bon, ça y est, on sait que ça a fait débat entre plusieurs ministres régaliens, notamment celui de l'armée et celui de l'économie, on peut dire que la France est officiellement en économie de guerre? Non, économie de guerre, c'est un slogan. Économie de guerre, c'est lorsque vous dépensez 10% de votre produit intérieur brut à la défense au moins. On en est très loin. Simplement, on est dans une industrie de réarmement, on est au début et il faudra aller beaucoup plus loin. Je méfie des slogans, ce qu'avait dit Sébastien Lecornu à Vert-le-Petit sur le changement de modèle. Il avait parfaitement raison, mais non, l'économie de guerre, c'est pas ça. L'économie de guerre, c'est qu'on arrête de produire des voitures et on fabrique des automitrailleuses. Ça sera le mot de la fin, Jean-Louis Thériault. Merci beaucoup. Député de Seine-et-Marne, membre de la commission défense et auteur de ce rapport absolument fascinant que je recommande à nos auditeurs, notamment ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent à ces questions-là. L'auteur sur l'artillerie dans le nouveau contexte géopolitique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Louis Thériault. Dans quelques instants, toute autre question, mais tout aussi grave. Est-ce qu'on aurait pu éviter les viols de Mazan? La réponse était la SWI et c'est Laurent Valdiguier qui répond à cette question dans un livre qui est publié aujourd'hui au Seuil. Nom et titre de ce livre, Fétiche 45, parce que figurez-vous qu'avec les viols de Mazan, Dominique Pellicot n'en était hélas pas à son premier coup d'essai. Vous êtes sur Sud Radio, 0826 300 300. On revient dans quelques instants.